Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous demander de prendre place. Enlevez vos manteaux tranquillement, installez-vous. Donc je vais procéder à l'appel des membres du Conseil. Donc Monsieur Francis Selam. Présent. Madame Chantal Durand. Présente. Monsieur Michel Destouches. Présent. Madame Virginie Tollard, je crois, qui arrive et qui donne son pouvoir en attendant à Monsieur Destouches. Monsieur Sylvestre Stéphane, qui doit arriver aussi, mais dont j'ai le pouvoir Olivier Daune. Madame Chantal Alain. Monsieur Maxime Ouanounou. Madame Rochelin Liliane. Monsieur Brahim Bamad. Brahim, oui. Madame Fiorentino Corinne. Monsieur Laurent Otavi, pouvoir à Madame de Cotigny. Monsieur Tagnon Jérôme. Madame Karine Anne. Bon anniversaire. On te l'a souhaité tous les jours cette semaine, suite à une erreur. Mais bon anniversaire, chère Karine. Hélène de Cotigny. Stéphanie Branco. Madame Fortin-Christelle, absente pouvoir à Monsieur Selam. Monsieur Gomez Frédéric. Madame Viltel Muriel. Elle arrive. Bon, j'ai... Ouais. Elle arrive, ok. Elle est avec, je pense, Virginie. On a un pouvoir? L'administration? Non? Edgar? Oh, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un pouvoir pour Madame Viltel? Muriel? C'est toi? D'accord, ok. Bon, comme je ne l'ai pas noté, donc pouvoir à Madame Rochelin, Monsieur Ayoub Jean-Pierre, Madame Dos Santos Séverine, Monsieur Julien Caram, Monsieur Guillaume Levanier, Mademoiselle Laura Manac, Madame Danesi Hélène, je ne vous avais pas vu, Madame Danesi, Madame Paris Pescarou, absente pouvoir à Monsieur Platon, Monsieur Ariski Oudjebour, absent pouvoir à Monsieur Decou, Monsieur Platon Philippe, Monsieur Decou Rémy, Monsieur Claire Jean-François, Madame Mercier Sylvie, Monsieur Giorgio Maxence, présent, il est là, oui, je ne l'ai pas vu, et Monsieur Tony Renucci. Je n'ai oublié personne, je pense, voilà. Alors, avant d'ouvrir cette séance, mes chers collègues, je souhaiterais que nous puissions rendre un hommage, approuver un collègue maire, sénateur, décédé dernièrement, le 2 février dernier, Monsieur Jean-François Voguet, à l'âge de 71 ans, suite à une contamination par la Covid-19. Ancien sénateur maire de Fontenay-sous-Bois, il a servi sa ville durant plusieurs décennies avec détermination et passion, et je peux en témoigner. Et j'ai adressé donc au nom du conseil municipal mes plus sincères condoléances au maire de Fontenay-sous-Bois, Jean-Philippe Gautret, ainsi qu'à sa famille, à la famille de Jean-François Voguet. Je vais vous demander une minute de silence, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Mes chers collègues, je dois proposer un ou une secrétaire de séance. Ce soir, je vous propose Madame Tollard, mais étant absente, voilà, elle arrive. On a une pardon, hein, Madame Tollard. Donc, elle arrive de toute façon. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 2, donc il s'agit de l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance de conseil le 15 décembre dernier. Je vous demande donc d'approuver le procès-verbal de la séance. Malgré nos relectures, j'insiste, et je le rappelle, des erreurs peuvent se glisser. Avez-vous des remarques ou des questions, des suggestions? Non? Alors je vous propose d'approuver ce procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à la majorité pour... Voilà, je vous remercie. Alors, point numéro 3, installation de Mme Sylvie Mercier comme nouvelle conseillère municipale et M. Jean-François Clerc comme nouveau conseiller. Mes chers collègues,
Suite aux démissions de Mme Émilie Klein, conseillère municipale du groupe JAGI, et de M. Frédéric Klein, également conseiller municipal du groupe JAGI, il nous faut installer 2 nouveaux conseillers municipaux en raison de la vacance de ces sièges. Je remercie donc publiquement et sincèrement M. et Mme Klein pour leur investissement au sein du conseil municipal et surtout leur adresse mes voeux de bonne continuation. Nous accueillons donc ce soir Mme Sylvie Mercier, 6e candidate de la liste JAGI, qui devient conseillère municipale de droit. Bon, Sylvie, c'est une connaissance que nous retrouvons, bienvenue. Et puis, je te souhaite un beau mandat parmi nous. Et Jean-François Clerc, 7e candidat à la liste JAGI, qui aussi devient membre du conseil municipal de droit. Jean-François, c'est pareil, c'est une vieille, récente connaissance. Je te souhaite à nouveau la bienvenue et puis merci, je te souhaite un bon mandat avec nous. Je vous rappelle que Mme Émilie Klein était membre de la commission culture, sport et animation de la ville et membre titulaire de la commission CDSP, donc la délégation de service public. M. Frédéric Klein, quant à lui, était membre de la commission transition écologique, urbanisme, mobilité et membre titulaire de la commission appel d'offres CAO. Donc en application, mes chers collègues, du règlement intérieur de la CAO et la CDSP, approuvé lors du Conseil du 21 juillet 2020 dernier, un renouvellement intégral des commissions est nécessaire par de nouvelles élections si le nombre de membres titulaires devient inférieur à 5 membres sans membres suppléants susceptibles de le ou les remplacer. Donc ces renouvellements feront l'objet dans quelques instants de plusieurs délibérations à suivre. En revanche, je vous propose à main levée de voter pour que Mme Sylvie Mercier succède à Mme Émilie Klein au sein de la commission culture, sport et animation de la ville et que M. Jean-François Clerc succède à M. Frédéric Klein au sein de la commission transition écologique, urbanisme et mobilité. Avez-vous des questions? Oui, M. Decoux. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Non, très brièvement un mot pour, au nom du groupe Nouvel Horizon, saluer le retour donc, de Jean-François Clerc, le retour aussi de Sylvie Mercier, et puis, comme vous l'avez fait, remercier, même si leur contribution aura été brève, Monsieur et Madame Klein, pour ce qu'ils ont apporté à nos premiers conseils municipaux, et en particulier le travail fait sur le règlement intérieur. Tout à fait. Merci Rémi pour ces remerciements et cet hommage à 2 conseillers effectivement qui ont fourni un travail sérieux et attentif, à qui on souhaite donc une bonne continuation. Donc, je reviens sur l'installation. Je vous demande donc de passer au vote, par un vote à main levée sur le fait que Mme Mercier succède à Mme Émilie Klein au sein de la commission culture et que M. Clerc succède à Frédéric Klein au sein de la commission transition écologique. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, bienvenue. Je vous remercie. Point numéro 4, donc il s'agit du compte-rendu de la délégation au maire, des décisions que j'ai pu prendre dans le cadre des délégations qui me sont confiées au titre du L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez pris connaissance de ces décisions. Avez-vous des remarques? Oui, Jean-François. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai effectivement une remarque, c'est la ligne numéro 5, les contrats P1, P2, P3, P5, donc chaufferie. La question est la suivante. En général, lorsqu'on fait ce type de contrat, notamment le contrat P1, c'est qu'on souhaite avoir donc une économie d'énergie, à savoir le gaz. Donc j'ai essayé d'isoler dans le compte 6612 la part gaz, parce que le contrat P2 en général, le contrat P1 pardon, ce sont des contrats donc très, très particuliers. Sur le contrat, donc 6612, sur le compte, il y a 636 kg d'énergie, électricité, je n'arrive pas à isoler le gaz. Est-ce que vous pouvez nous dire la part P1 du gaz? Sachant que le P1 est toujours partagé en 2 parties, donc il y a le P1 énergie, donc chauffage, gaz avec des formules qui sont propres, et on a le P1 qui est eau chaude, c'est-à-dire ECS, avec des formules qui sont propres. Donc là, je voudrais simplement savoir quelle est la part du gaz. Ce qui nous permettra, lors du prochain exercice comptable, de vérifier si effectivement on a eu une économie ou pas. Parce que je pense que l'objet de ce contrat pour la ville, c'est de faire une économie. Tout à fait. Tout d'abord, je voulais saluer la technicité de la question et je vais donner droit de réponse plutôt à mon directeur des services techniques, s'il a la réponse.
Oui, parce que la question est quand même assez technique et je pense que on ira sur une réponse écrite qui sera communiquée à l'ensemble des groupes. Hein. Voilà, on répondra par écrit, c'est ce qu'on me dit. Monsieur Decoux. Oui, deux petites questions. D'abord, savoir, s'agissant des frais honoraires d'avocat, sur quoi porte la consultation au cabinet NGA. Il a indiqué une consultation juridique pour un montant qui n'est pas négligeable. Et l'autre question, c'est le remplacement de la structure préfabriquée à l'école maternelle de La Fontaine. Est-ce qu'on a une idée? Là, c'est une demande de subvention, on attend bien sûr, mais dans le cadre sans doute d'un projet, est-ce qu'on a une idée du calendrier du remplacement de cette structure? Merci. Alors, vous parlez de la structure de l'école La Fontaine? Oui. Tout à fait. Sauf erreur de ma part, on est sur un montant de 420 000 euros qui a été arbitré et avec des demandes de subventions en cours. C'est vrai qu'on essaie de faire passer ça dans le cadre du plan de relance, mais ça nous a été notifié très très tardivement et j'ai peur que ça ne passe pas à ce niveau-là. Donc on explore d'autres voies de subvention. Et en ce qui concerne les frais d'avocat, mon directeur de cabinet m'en a parlé tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus exactement. C'était quoi, Edgar? Les frais d'avocat. Consultation juridique sur? J'entends pas. Sur de l'immobilier? Ah oui, oui. C'est une consultation, oui, effectivement. Je sais, je connais le sujet. C'est une consultation juridique sur un sujet immobilier concernant un programme avenue Guy Moquet. C'est ça? Hein, voilà. Alors, comme en ce moment, on a encore une affaire en cours sur ce dossier-là, je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, je peux vous donner la destination de ces frais juridiques. Avez-vous d'autres questions? Moi, je voulais rappeler que dans les décisions que j'avais prises, vous avez dû noter que dans le cadre du renouvellement du marché de restauration scolaire, le marché assistance, pour préparation du renouvellement du marché de la gestion de la restauration collective, a été enclenché. Une première réunion, d'ailleurs, s'est déroulée, je crois, hier soir, et s'est très bien passé avec les fédérations de parents d'élèves. Ensuite, dans les décisions que j'ai été amené à prendre, vous avez un avenant aussi qui concerne le nettoyage des écoles en raison du protocole sanitaire renforcé. Un coût, je rappelle, assez élevé, puisque nous sommes autour de 40 000 euros par mois, pour rajouter une prestation de nettoyage de nos écoles en raison du Covid. Et ensuite, dans le cadre des demandes de subvention, vous noterez des demandes à la préfecture du Val-de-Marne pour l'équipement de nos policiers municipaux et l'extension du système de vidéoprotection qui nécessite des travaux, qui sont d'ailleurs, je crois, Stéphane, pratiquement terminés, sur le poste de police pour abriter un CSU. C'est ça, Stéphane? Oui, tout à fait. La partie voilà. infrastructure est déjà finie. Donc on attend des écrans maintenant. Mais... D'accord. Donc, je vous demande de prendre acte, ce n'est pas un vote, hein. Qui prend acte des décisions? Voilà. Oui, c'est prendre acte des décisions, hein, tout simplement. Je vous remercie à l'unanimité. Nous allons ensuite passer aux conditions. Donc, c'est le point numéro 5. Qui est en rapport avec les conditions des dépôts des listes pour l'élection des membres de la CDSP. Mes chers collègues, le 21 juillet dernier, nous avons procédé à l'élection de la commission chargée, dans le cadre d'une procédure de délégation de service public, d'ouvrir les plis, de sélectionner des candidats admis à remettre une offre et émettre un avis sur les offres reçues et sur certains projets d'avenant dites commission de délégation des services publics, la fameuse CDSP. En raison de la démission de Mme Klein, devenue membre titulaire de la CDSP suite à la démission de Mme Caroline Grillet, il est nécessaire de procéder au renouvellement intégral de cette commission. Donc, avez-vous des questions? Non, c'est simplement les conditions que nous fixons. Non. Donc, qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Donc, je vous propose maintenant l'élection des membres de la CDSP. Les conditions de dépôt de liste ainsi que le mode de vote par l'élection viennent d'être votés à l'occasion de la précédente délibération. Les candidats sont
Pour le groupe Joinville avec vous, titulaire, Madame Chantal Durand, Monsieur Frédéric Gomès, Madame Laura Manac, Monsieur Brahim Bamad, Madame Christelle Fortin. Suppléant, Madame Liliane Rochelin, Maxime Moinounou, Monsieur Jérôme Tagnon, Monsieur Laurent Otavi et Madame Hélène de Cotigny. Pour la liste Jagy, Ginov pour Joinville-le-Pont, titulaire, Monsieur Tony Renucci, Madame Sylvie Mercier. Suppléant, Monsieur Maxence Georgeot, Monsieur Jean-François Clerc. Je n'ai pas la liste de Nouvel Horizon. Je vous donne les noms, Monsieur le maire. Titulaire, Philippe Platon, et suppléant, Areski Oudjebour. Platon, ok. Suppléant, Areski Oudjebour. Alors, pour simplifier, à moins qu'il y ait des questions, je vous propose de voter à main levée ces listes, une par une. Est-ce que vous y voyez une opposition? Pas particulièrement. Vous êtes pour le vote à main levée? Oui? Oui? Qui est pour le vote à main levée? On va faire une main levée quand même. À l'unanimité, je vous remercie. Donc, je vous propose de voter pour le groupe Joinville avec vous, titulaire Chantal Durand, Frédéric Gomès, Laura Manac, Brahim Bamad, Christelle Fortin, suppléant Liliane Rochelin, Maxime Ouanounou, Jérôme Tagnon, Laurent Otavi, Hélène de Cotigny. Qui est pour? Vous votez avec nous, pour nous? Pardon? Oui, c'est la liste de la majorité. C'est la liste de la majorité que je présente. Hein. Donc, je vous remercie. Non, mais attendez, on aurait pu vous piéger, mais nous sommes honnêtes comme vous. Non, mais c'est pas grave, on recommence. Donc, je vous présente la liste de la majorité. Donc, je ne recite pas les noms. Donc, qui est pour la liste de la majorité? Et on vous remercie quand même. Donc, voilà. Je propose de voter pour la liste Nouvel Horizon. Donc, titulaire, M. Philippe Platon, suppléant, M. Areski Oudjebour. Qui est pour? Donc, vous deux. D'accord. Il n'y a pas de contre et d'abstention? Non? Je ne sais pas, je dois faire le vote contre et abstention ou pas? Oui. Par voix. Voilà, et la liste Jagy, Ginov pour Joinville-le-Pont, donc titulaire, M. Tony Renucci, Mme Sylvie Mercier, suppléant, M. Maxence Georgeot et M. Jean-François Clerc, donc qui est pour cette liste? Voilà. Donc 4, c'est ça? C'est bien ça? Je vous remercie. Excusez-moi, monsieur le maire. En fait, je ne fais pas Oui. partie de cette commission. Allez-y. Excusez-moi, je ne fais pas partie de cette commission. Nous l'aurions accepté avec plaisir, mais je crois que dans le cadre du règlement, vous devez présenter un suppléant. Voilà, c'est ça? Oui, et puis même, bon, après, je veux dire, vu au nombre de voix, puisque vous êtes un groupe à part, je crois que ça aurait été compliqué, puisque dans les résultats que je vais annoncer, il y a quelques complications. Voilà. Alors, j'annonce les résultats. Effectivement, il y a quelques changements. Donc, titulaire, Madame Chantal Durand élue, Frédéric Gomès élu, Madame Laura Manac élu, Monsieur Brahim Bamad élu. Égalité entre Jagy et Nouvel Horizon, mais c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte. Donc, c'est Monsieur Philippe Platon, par sa sagesse et son âge, qui emporte le siège. Félicitations. Pour les suppléants, Madame Liliane Rochelin, Monsieur Maxime Ouanounou, Monsieur Jérôme Tagnon et Monsieur Laurent Otavi. Et de fait, le suppléant est Monsieur Oudjebour. Voilà. Merci. Donc au point numéro 7, qui rappelle un peu le précédent point, conditions de dépôt
pour la CAO des listes, pour l'élection. Voilà. Donc, en raison de la démission de M. Klein, membre titulaire de la CAO, et en l'absence de suppléant suite à la démission de Mme Caroline Grillet, il est nécessaire de procéder au renouvellement intégral de la commission. Pas de questions. Donc, qui est court pour cette condition de dépôt. Voilà, c'est purement administratif. Voilà, je vous remercie à l'unanimité. Donc, nous allons procéder à l'élection des membres dans le point suivant, point numéro 8, des membres de la CAO et du jury de concours. Les candidats donc sont pour la majorité titulaire M. Détouche, Mme Manac, M. Gomez, Mme Durand, Mme Fortin, suppléant Mme Rochelin, M. Otavi, M. Bamad, M. Tagnon et Mme de Cotigny. Pour le groupe Nouvel Horizon, je n'ai pas reçu de candidature. La candidature titulaire Areski Oudjebour, suppléant Philippe Platon. Je vous remercie. Donc pour le groupe Nouvel Horizon, titulaire M. Areski Oudjebour et suppléant M. Philippe Platon. Pour le groupe Jagi, J9 pour Joinville-le-Pont, titulaire M. Renucci, Maxence Georgeot, suppléant Mme Mercier, M. Jean-François Clerc. Donc je vous propose à nouveau un vote à main levée. Est-ce que vous êtes pour le vote à main levée? À l'unanimité, je vous remercie. Donc je propose qui vote pour le groupe majorité, composé de M. Détouche, Manac, Gomez, Durand, Fortin en titulaire et en suppléant Mme Rochelin, M. Otavi, M. Bamad, M. Tagnon, Mme de Cotigny. Qui est pour la majorité? Bon, à l'unanimité de la majorité, je vous remercie. Pour le groupe Nouvel Horizon, je propose M. Areski Oudjebour, titulaire, M. Philippe Platon, suppléant. Qui est pour? 3. Vous êtes tous les 3, d'accord. Oui, vous avez Mme Danesi qui a voté pour. Hein. Je pense qu'il faut bien le préciser. Pour la liste Jagi, J9 pour Joinville-le-Pont, titulaire M. Renucci et Maxence Georgeot, suppléant Sylvie Mercier et Jean-François Clerc. Qui est pour? 4. Voilà. Je vous remercie. Donc les résultats sont apportés par notre huissier de justice. Non, c'est à la télé. Vous avez les listes là? Ouais. On a bien 4. Oui, exactement les 4. Les 4. Plus Oudjebour en titulaire et Platon en suppléant. Il n'y a pas de représentant de G. Ouais, ok. Donc les résultats sont les suivants. Titulaire, M. Michel Détouche, élu, je parle. Titulaire, M. Détouche, Mme Manac, M. Frédéric Gomez, Mme Chantal Durand et M. Oudjebour. Suppléants sont élus Mme Liliane Rochelin, M. Laurent Outavi, M. Brahim Bamad, M. Jérôme Tagnon et suppléant élu aussi M. Philippe Platon. Voilà, je vous remercie. Nous allons passer au point suivant, l'approbation d'une convention qui porte sur un sujet de replantation ponctuelle d'arbres le long des routes départementales. Donc, mes chers collègues, dans le cadre de la charte de l'arbre du Conseil départemental du Val-de-Marne, définissant la politique de gestion à long terme du patrimoine arboré le long des routes départementales, le département s'est engagé dans un programme important de renouvellement des alignements vieillissants ainsi qu'à des restaurations de portions d'alignements dégradés. Par ailleurs, pour des raisons aussi de sécurité, le département procède chaque année à des abattages et souchages ponctuels ne faisant pas l'objet de replantation systématique. Donc, en complément de ces actions, le département, dans sa générosité, souhaite développer un partenariat avec la commune de Joinville-le-Pont sur des replantations ponctuelles d'arbres d'alignement le long des routes départementales que vous connaissez tous si je vous le demande, qui sont pour rappel le boulevard de l'Europe, le boulevard Leclerc, l'avenue Gallieni, le quai du barrage, et j'en oublie peut-être une ou deux. Donc le département s'engage à fournir gratuitement des plans d'arbres de calibre maximal 20-25 selon des programmes annuels arrêtés conjointement, à procéder à l'élagage et à la taille dite des arbres, à fournir un nouvel arbre de même calibre en cas de dépérissement. Pour sa part, la commune prendra en charge la plantation des sujets et prendra en charge leur confortement selon les règles de l'art. Je propose donc d'approuver la convention de replantation ponctuelle d'arbres le long des routes départementales. C'est vrai qu'avant de l'approuver,
et si vous avez des questions, je souhaite remercier publiquement le département pour la politique de replantation engagée à nos côtés sur les précédents mandats. Je parle notamment de l'avenue Kennedy, qui a été quand même replantée par le département, et c'était très significatif, et puis toutes les avenues qui sont près de la gare et qui sont aussi, qui ont été bien réarborées par le département, grâce aussi à leurs pépinières que je vous engage à visiter et qui sont très qualitatives. Avez-vous des questions? Jean-François. Bien, Monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai une question, une précision, ça sera entre les deux. Donc effectivement, donc j'ai lu avec attention cette délibération donc sur les arbres, bien évidemment. Ce qui est, à mon sens, il manque quelque chose dans ce document. Il manque la charte, donc la charte du patrimoine arboré de la ville de Joinville-le-Pont. Je pense que c'est un document qui est quand même un cadre qui est très important et qu'à mon sens, il avait aussi sa place dans ce document pour être cité. Bon, ça, c'est une remarque. Peut-être qu'il est encore temps de faire une modification. Ma deuxième remarque est plutôt une question. C'est effectivement le département donc, va faire un peu ce qu'il veut. Est-ce que c'est cadré? Je prends un exemple très simple. Que va-t-il devenir des arbres de la place de Verdun, par exemple? Si jamais ils sont considérés comme étant à abattre, est-ce qu'ils seront remplacés à l'identique ou est-ce qu'ils vont mettre d'autres essences? Alors, voilà. Votre question est très intéressante, puisque effectivement, sur la place de Verdun, donc je rassure tous les Joinvillais qui nous écoutent, puisqu'on voit qu'on a une audience assez intéressante, sur les réseaux, il est hors de question aujourd'hui d'abattre le moindre arbre sur la place de Verdun. En cas de défaillance d'un arbre suite à un problème de météo ou de foudre ou d'accident, je pense que les arbres seraient remplacés à l'identique, notamment sur des platanes, puisque vous avez beaucoup de platanes sur la place de Verdun, sachant que le sujet platane au niveau du département est un sujet qui est controversé. Il a fallu se battre pour obtenir des platanes sur l'avenue Kennedy. Bon, moi, j'avais joué à titre de maire une volonté de réchauffement, malheureusement, contre le réchauffement climatique, d'implanter des platanes qui vont aller assez vite en termes de pousses, et aussi d'ombrage qui sont assez qualitatifs. En ce qui concerne l'avenue Gallieni, bon, par exemple, l'avenue de Paris aussi, je reviendrai sur l'avenue Gallieni. L'avenue Gallieni, il faut savoir que c'est le département qui a planté les arbres de l'avenue de Paris, et qui les entretient durant 3 ans après leur plantation, et au bout de 3 ans, c'est la ville qui prendra la suite des arbres et des fosses d'arbres. Idem sur l'avenue Kennedy. Donc je remercie à nouveau le département, puisque parfois il y a un petit peu d'entretien à avoir et tout, mais ils sont très attentifs, et pour l'instant, je ne crois pas qu'on ait une mort d'arbre, ou si on a eu une mort d'arbre, elle sera remplacée. Sur l'avenue Gallieni, si on veut aller plus loin dans nos débats, dans le cadre de la requalification de l'avenue Gallieni, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des ateliers qui vont bientôt reprendre, et on vous les annoncera dans le cadre des travaux futurs, du moins des réflexions de sa requalification, et que sur l'avenue Gallieni, il faudra se poser la question du devenir de l'ensemble des arbres de l'avenue Gallieni, parce que si on veut retracer cette avenue Gallieni, il faudra réfléchir à la bonne cohabitation entre un patrimoine arboré historique ou renouvelé, et la bonne cohabitation avec des nouveaux usages qui sont le cyclable, la cohabitation avec notre marché forain, indispensable pour l'avenue Gallieni, et puis aussi la demande des commerçants d'élargissement de terrasses, et puis aussi le maillage vers les gares du Grand Paris. Donc ça, ce sont des travaux que nous allons engager avec le département. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des élections dans quelques mois, et qu'effectivement, en fonction des résultats de ces élections, il pourrait y avoir des changements et des réflexions différentes sur cette avenue Gallieni, ce que je souhaite du fond du cœur. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Il y a d'autres questions sur les arbres? Madame Danesi. Oui, moi j'ai plutôt des commentaires à faire. Donc concernant cette convention de partenariat entre la commune et le département, il y a des points d'attention que je souhaiterais souligner. D'abord, c'est un point important de notre politique de gestion du patrimoine arboré de la ville, car c'est sur nos départementales que se trouvent souvent les plus beaux et les plus anciens spécimens d'arbres de notre ville. Et c'est positif que nous soyons désormais co-gestionnaires jusqu'à un certain point de ce patrimoine avec le département. Malgré la charte de l'arbre du département et malgré leur volonté affichée de pérenniser au mieux le patrimoine arboré du Val-de-Marne, il y a beaucoup de points à améliorer sur la manière dont les arbres des départementales de Joinville sont actuellement gérés et entretenus. Il y a beaucoup d'arbres qui ont été abattus pour des raisons de travaux et non remplacés, sans concertation à ma connaissance avec les riverains impactés. Des méthodes d'élagage qui sont inadaptées à mon sens, avec des tailles trop sévères,
sur des spécimens qu'on taille tous les ans en rideau sur un côté de l'avenue et pas sur l'autre, ce qui est parfaitement inesthétique, comme par exemple sur l'avenue Gallieni. Un choix d'essence discutable par manque de diversification des espèces. La question est d'utiliser cette convention pour inciter le département à améliorer sa gestion des arbres, notamment en faisant respecter notre propre charte du patrimoine arboré, qui a été votée, je le rappelle, en 2012, et qui est beaucoup plus exigeante que celle du département, notamment en ce qui concerne les modes d'élagage et la concertation avec les habitants lors d'abattage d'arbres. Cela permettra, je l'espère, de nous réapproprier cette charte pour l'appliquer davantage dans la gestion de notre propre patrimoine arboré. Alors, compte tenu de ces points de vigilance, je m'abstiendrai pour ce vote. Je vous remercie. Sauf erreur de ma part, je crois que les écologistes soutiennent la majorité départementale. Je crois. Donc vous devez... Je crois. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que quelque part, vous me faites plaisir. Vous me faites plaisir parce que votre prédécesseur célèbre, M. Michel Laval, en son temps, critiquait la charte de l'arbre de la ville de Joinville-le-Pont. Et force est de reconnaître, d'ailleurs vous venez de le dire, que nous vous avons écouté, que nous ne sommes pas parfaits et qu'il faut continuer à travailler. Et Guillaume a cette mission de continuer à travailler dans le cadre du développement durable, la qualité de la gestion de notre patrimoine, de nos arbres joinvillais. Mais j'ai souvenir de grandes discussions sur l'élagage, sur la nidification, sur des sujets importants. Et nous avons quelque peu modifié, et je pense pas encore suffisamment, nos techniques. Mais je vous remercie d'en prendre acte. Je vous remercie d'en prendre acte parce que se plaindre, vous aviez raison, et on a entendu, et vous aviez raison, Madame Danesi, à un moment de modifier les pratiques. Aujourd'hui, la taille en rideau est une vraie question. Nous avons repoussé avec nos services les élagages en fin de saison, de manière à garder ce port de feuilles, ces feuillages, peut-être aussi un petit peu de nidification en fin de saison. Et puis, nous sommes attentifs et nous replantons beaucoup d'arbres. En ce qui concerne le département, c'est vrai que je ne vais pas critiquer le département puisqu'on conventionne avec eux. Mais force est de reconnaître que je suis parfois choqué et même interpellé par la taille des arbres, qui est carrément une taille à la normande quand on taille les petites routes de Normandie où vous avez carrément tout escalpé. Donc vous avez raison de le faire remarquer, mais j'aimerais que vous contactiez vos conseillers départementaux pour leur faire part de votre remarque au Conseil, ce qui me paraîtrait aller dans le bon sens, Madame Danesi. Merci. Avez-vous d'autres remarques? Non? Donc je vous propose d'adopter cette convention qui est pour. Donc on a une attendez, j'attends. Vous votez, Monsieur Renucci, ou pas? Attendez, on recommence. Sinon on recommence alors. Excusez-moi, juste une petite Non, mais il n'y a pas de précision. mal, il n'y a pas de mal. Suite à ce qu'a dit Jean-François, est-ce que c'est possible ou pas d'annexer à cette délibération la charte de l'arbre de la commune? Par rapport à ce qu'il avait demandé, parce qu'il n'a pas eu de réponse. Alors, sur ce la point-là. charte de l'arbre de la commune, elle est votée par la commune. La charte de l'arbre du département par le département. Donc c'est vrai qu'on a souvent parlé des amendements, et c'est vrai que Jean-François Clerc vient juste d'arriver. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, j'aimerais plutôt qu'on ait ces débats-là en commission, ce qui permet d'ailleurs, alors que là, la réponse, elle est purement technique. Je ne peux pas rajouter la charte de la ville à une charte départementale. La ville, nous sommes déjà en action et nous ne demandons qu'à nous améliorer. Dont acte. Le département, je vous invite à leur faire part de votre interrogation. Donc je repasse au vote ou vous voulez un petit moment de discussion entre vous? On passe au vote. Alors qui est pour cette convention? Donc à l'unanimité, sauf Madame Danesi qui s'abstient. Merci. Ce soir, je suis désolé, je monopolise la parole. J'aime bien ça aussi. Bon, alors, le point numéro 10. Il s'agit d'un point intéressant qui concerne l'avenue Gallieni et la revente d'un ensemble immobilier situé secteur égalité à l'établissement public foncier, l'EPFIF. Mes chers collègues, pour rappel, par délibération du 14 octobre 2020, vous m'avez autorisé à signer la convention
d'intervention foncière avec l'EPFIF. Il s'agit d'un impérateur public foncier de l'État qui contribue à l'accroissement de l'offre de logements, au soutien du développement économique et à la lutte contre l'habitat indigne aux côtés des collectivités locales. Alors, pour rappel, cette convention délimite 12 secteurs de la commune comme périmètre d'intervention et précise l'objectif de réalisation de 300 logements, dont 25% de logements sociaux, à réaliser dans un délai de 6 ans, pour un budget estimatif global de 20 millions d'euros. Dans le cadre de cette convention, il est proposé de revendre en l'état à l'établissement public foncier des biens acquis par voie de préemption en application de la délibération 6 du 4 juillet 2020, par laquelle vous m'avez délégué l'exercice de ce droit au nom de la commune. J'en ai d'ailleurs rendu compte pour rappel lors du conseil municipal du 15 décembre dernier. Il s'agit notamment de l'ensemble immobilier. Je crois qu'on vous a annexé les parcelles. Vous avez les parcelles, non? En complément, d'un ensemble immobilier composé d'un local à usage d'atelier et de bureau pour une superficie de 482 m², parcelle L19 134 136 située rue de l'Égalité, 6 rue de l'Égalité et 4 rue de l'Égalité. Et il s'agit aussi d'un ensemble immobilier de 4 hangars à usage commercial pour une superficie de 319 m², parcelle cadastrée L 137 143 située 54 avenue du Général Gallieni et 4 rue de l'Égalité. Donc ces parcelles sont situées dans le secteur stratégique dit rue Égalité, qui constitue un périmètre de maîtrise foncière. J'espère que vous vous rappelez bien ce que signifiait la maîtrise foncière pour les PFIF. Le prix fixé est de 1 730 000 €, décomposé comme suit: 915 000 € pour le premier ensemble immobilier et 815 000 € pour le second. La préemption a réalisé le transfert de propriété au profit de la commune. La régularisation de la vente pour chacun des biens préemptés se fera le jour de la revente de ces mêmes biens à l'EPFIF, une fois la présente délibération exécutoire. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Decoux. Oui, monsieur le maire, j'ai deux questions pour être parfaitement éclairé sur cette délibération qui est proposée. D'abord, une première question sur le prix. Je suppose qu'il y a eu une évaluation des domaines. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur une, voire deux, puisqu'il y a eu une préemption, ensuite donc une proposition de vente. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point et nous dire si l'évaluation des domaines correspond au prix ici de vente? Ça, c'est le premier point. Le second point, j'ai une interrogation. Je voudrais être sûr de la légalité complète de cette délibération. Il est dit que la préemption a réalisé le transfert de propriété au profit de la commune. Or, les textes ont bougé à ce sujet. L'article L213-14 du Code de l'urbanisme, qui est spécifique à la préemption, prévoit que le transfert de propriété intervient à la plus tardive des deux dates, qui sont soit le paiement, soit l'acte authentique. Et à ma connaissance, et peut-être que je suis mal informé, à ce stade, il n'y a pas encore eu d'acte authentique ni de paiement. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir une insécurité juridique sur cette délibération. Donc, est-ce que vous pouvez à la fois nous éclairer et nous rassurer sur ce second point? Alors, j'aurais peut-être une réponse un peu moins technique que votre question. En ce qui concerne les prix des domaines, nous les avons. Est-ce qu'on peut me les communiquer? Vous pourriez me les communiquer? Moi, j'aimerais les rendre publics ce soir. Pardon? C'est la première estimation, c'est la seconde? Oui, il y a eu deux estimations qui sont arrivées au même. Donc là, il y a une belle opération au sens où on vend plus cher que l'estimation? Non? Ah non, non, non. Voilà, non, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il faut comprendre que les propriétaires ont été mieux. D'accord, vous achetez au prix de revente. Oui, il n'y a aucune opération d'enrichissement pour la commune. Et au passage, ça a été racheté plus cher que l'estimation des domaines.
par avis favorable de la commune, parce que le prix des quartiers estime. Voilà, c'était comme ça aurait pu être aussi l'inverse, mais vous le savez, Monsieur Decoux, on se base beaucoup sur les avis des domaines. En ce qui concerne le deuxième point, le second point, je crois qu'effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu une question par rapport à la préemption au mois de décembre, puisqu'on devait passer au Conseil du territoire, déléguer certaines choses qui nous permettaient... donc on a été obligés, nous, d'acheter ces terrains, et on doit les recéder, je crois, après-demain, c'est pas ça, non, Clément? C'est ça? Demain. Demain. On est au bout c'est votre question. Question? J'ai répondu, pas répondu? Après, on pourra peut-être vous répondre plus techniquement, hein, évidemment. C'est-à-dire que vous m'avez répondu, Monsieur le maire, mais la difficulté, c'est que vous n'avez pas levé, dans mon esprit en tout cas, la question d'une insécurité juridique, puisque de ce que vous me dites, si l'acte authentique est prévu demain, il n'y a pas aujourd'hui de transfert de propriété au profit de la commune. Or, on a une délibération qui nous invite à procéder à une vente d'une propriété que nous n'aurons que demain. Voilà, je suis gêné par ces circonstances. Moi, je me remets à mes services juridiques et au service juridique de l'EPFIF. Vous avez certainement raison de faire cette remarque après. Bon, dont acte, je note votre remarque. Donc, avez-vous d'autres questions, Monsieur Renucci? Oui, Monsieur le maire, nous souhaiterions savoir quel est le projet, ou en tout cas, est-ce qu'on peut déjà avoir une amorce de la réflexion sur le projet qui est prévu sur cet espace, et notamment quid du Rocher Fleuri dans cet ensemble immobilier qui est prévu, car quand on regarde du coup les parcelles de la verrie telles qu'elles sont d'ailleurs dans l'annexe que vous avez distribuée, et qu'on voit le Rocher Fleuri, quand on sait où il est localisé, je vois que du coup il y a en gros, il me semble, 3 parcelles entre les deux. Est-ce qu'elles vont être aussi acquises à terme et pour quelle optique de projet, notamment parce qu'au conseil municipal du 16 octobre, dans le cadre de délégation qui étaient les vôtres, on avait ces deux ensembles avec le motif constitution de réserve foncière en vue d'un futur projet urbain de requalification de l'avenue Gallieni. Donc, y a-t-il un projet urbain prévu sur l'avenue Gallieni? Et donc, dans ce cas-là, qu'en est-il du Rocher Fleuri qui, il me semble, vous étiez engagé à ne pas le détruire, en tout cas, si je refais le lien par rapport à vos précédentes déclarations. Et également, une autre question, quid du coup du périmètre d'attente sur l'avenue Gallieni qui datait, je crois, de 2015, est-il arrivé à échéance? Et dernière question par rapport à l'estimation, parce que je me joins quand même à la question qu'a posée M. Decoux. Il me semble qu'il a posé la question sur 2 estimations. Donc il y a celle au moment de la préemption, celle au moment de la vente. J'en déduis que ce qu'on nous a dit, c'était par rapport à la vente. Mais est-ce qu'il y avait une estimation aussi de fait au moment où il y a eu préemption par la ville? Et est-ce qu'on peut nous communiquer du coup Oui, bien sûr, on vous communiquera l'intégralité des documents. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Après, vous m'étonnerez toujours, Monsieur Renucci, parce que vous n'êtes pas sans savoir, et je rends hommage à Monsieur Klein d'ailleurs au passage, qui était très technique et qui s'attachait beaucoup à la requalification de l'avenue Gallieni, qu'il va y avoir un jour des projets sur cette avenue Gallieni. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons voté au mois de décembre dernier une convention avec les PFIF sur un zonage délimité. Vous n'êtes pas sans savoir que ces préemptions sur des secteurs dits de maîtrise sont des préemptions qui vont accélérer les projets, même si le périmètre d'attente n'est pas levé, et dans l'attente de la fin de l'étude faite par le territoire sur la requalification. Il reste 2 ateliers. Je crois que M. Bamad va revenir vers vous prochainement pour vous saisir avant fin mars de ces 2 ateliers, et la population certainement par réseaux sociaux, parce que voilà, parce qu'en présentiel c'est compliqué. Donc tout ça, vous n'êtes pas sans le savoir. Donc la parcelle, vous m'évoquez des parcelles, j'ai pas regardé, mais je connais parfaitement. On se situe à l'orée du cimetière, d'un côté de la rue L'Égalité, et de l'autre côté au magasin de pompes funèbres, du moins magasin de nos pompes funèbres, et à un pavillon près que je respecte, hein, mais je veux dire à un pavillon près, on est dans les Purs jusqu'à l'avenue Gallieni.
On n'est pas sans savoir que la ville a préempté pour éviter un promoteur et une opération solitaire qui n'aurait pas pu aboutir puisque le périmètre d'attente ne permettait pas la construction, la constructibilité. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville a préempté le Rocher Fleuri et la Caisse d'épargne. Par contre, je ne peux pas vous laisser dire que le Rocher Fleuri, j'ai décidé de le protéger. Jamais. Ça, je n'ai pas souvenir de m'être engagé fermement sur le Rocher Fleuri. Et d'ailleurs, ce n'est pas connaître le Rocher Fleuri. Je suis effectivement, mais vous en ferez un cheval de bataille, je sais très bien, mais si, parce qu'il faut garder des choses qui peuvent être historiques. D'abord, il ne fait pas partie, je pense, du patrimoine remarquable de Joinville-le-Pont. Il fait partie d'un certain patrimoine historique populaire, hein, puisque beaucoup de Joinvillais ont fait des fêtes, ont bu des verres, ont festoyé dans cet établissement qui a connu son âge d'or, mais aujourd'hui qui connaît de grandes difficultés dans le maintien de ses murs et de ses toitures. C'est quand même la ville qui vient de financer les réfections de toiture en tant que nouveau propriétaire du Rocher Fleuri. Au passage, la ville accompagne le propriétaire en lui faisant grâce, dans le cadre du Covid, des loyers, grâce, lui offrant les loyers à titre d'aide. Mais aujourd'hui, le Rocher Fleuri n'est plus du tout un bâtiment remarqué et remarquable. Il est historique, comme on a eu dans la rue de Paris, j'ai envie de dire la gendarmerie, le café de Paris ou certaines choses. Mais vous voyez bien, quand les murs tombent, l'état de ces murs, la vétusté et l'insalubrité de ces bâtiments qui aujourd'hui ne sont plus destinés à accueillir du public. Oui, il y a un projet et il y aura des projets sur des îlots identifiés de l'avenue Gallieni. Ça prendra des années, je l'ai déjà dit lors de la campagne électorale. Oui, nous avons un souhait de faible densification, moins importante que l'avenue rue de Paris, sur laquelle je ne m'exprimerai pas, mais sur la rue de Paris, c'était autre chose et c'était porté par mon maire adjoint et la municipalité précédente. Là, nous sommes sur des densifications à R+3, R+4, avec beaucoup de conservation de bâti, mais j'ai déjà dit plusieurs fois. Par exemple, sur cet îlot, la petite impasse située au milieu, pavée. Aujourd'hui, j'ai rencontré des copropriétaires plusieurs fois et j'essaye d'unir la bonne entente et la bonne humeur de ces copropriétaires afin de préserver cette petite impasse et de préserver un caractère historique. Mais bon, l'usine de verre est vendue, les bâtiments à côté sont vendus et les propriétaires font aussi valoir leurs droits. Vous ne pouvez pas avoir des propriétaires qui crient au loup et qui balancent lors des élections municipales des tracts ignobles à mon encontre et qui aujourd'hui obtiennent une indemnisation supérieure à l'estimation des domaines, sans me dire merci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, moi, je suis neutre, je suis le maire qui protège les propriétaires, je suis le maire qui protège les commerçants. J'ai reçu dernièrement beaucoup de propriétaires de l'avenue Gallieni qui souhaitent réaliser des opérations, être partenaires. Je les envoie tous vers l'établissement public foncier. Ce n'est pas à moi de le régler, c'est à eux de porter les opérations. Mais l'avenue Gallieni, j'insiste, elle ne sera pas mise par terre du jour au lendemain d'un seul coup. Aujourd'hui, l'emplacement qui paraît être l'îlot qui paraît être celui du départ de la requalification de l'avenue Gallieni sera certainement celui du Rocher Fleuri. Certainement, à moins qu'un autre îlot se dégage plus rapidement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Madame Danesi? Oui, moi j'ai plutôt des commentaires à faire. Donc cette opération de revente de l'EPFIF, de l'ensemble immobilier du secteur rue de l'Égalité, représente la première phase des projets menés dans le cadre de la convention tripartite d'intervention foncière entre la commune, le PT et l'EPFIF, donc qui a fait l'objet d'une délibération en octobre dernier au conseil municipal. À cette occasion, nous avions dénoncé l'absence d'informations suffisantes au moment de la délibération pour donner un avis éclairé sur ces projets qui vont structurer la politique d'urbanisme de la ville pour les prochaines années. Nous avions noté également un déficit d'information et de concertation dans le dispositif de gouvernance tripartite. Ces lacunes se vérifient dès ce premier projet, puisqu'on a très peu de visibilité sur ce qui va devenir de cet îlot du secteur rue de l'Égalité. Et ce n'est pas, vu les conditions sanitaires actuelles, les réunions de concertation à distance ou reportées organisées par le territoire qui vont permettre d'améliorer les choses. Les tractations qui ont conduit à la délibération qui nous est proposée ce soir sont particulièrement opaques. On ne voit pas pourquoi la ville a préempté en octobre dernier,
avec une estimation des domaines et revend aujourd'hui à l'EPFIF avec une autre estimation. Le vote de la convention tripartite a été retiré de l'ordre du jour du Conseil du territoire le 13 octobre. Et il est maintenant passé en conseil il est passé ensuite en conseil municipal le 14 octobre. Et enfin, au conseil du territoire le 8 décembre 2020. Ces péripéties interrogent. En octobre dernier, nous avions fait la demande de mettre en place un comité consultatif incluant les élus d'opposition, les associations et les citoyens concernés par ces projets. Je réitère aujourd'hui cette demande. Alors, j'ose pas vous demander si le texte que vous venez de lire est de vous ou de vos collègues écologistes. Bon, vous me répondrez si vous voulez, Madame Danesi. C'est un travail collectif, mais qui prône toujours l'inquiétude, la théorie du complot, si je veux être plus difficile, des choses opaques. Voilà, c'est ce que vous aimez. De toute façon, vous n'êtes pas des gouvernants, vous aimez déstabiliser les gouvernants. Ça, c'est la réalité. Et je vous le dis avec correction. Je ne vois pas ce que vous pouvez reprocher à une municipalité qui, pendant 2 mandats, s'est attachée à reprendre Joinville sur une de ses grandes artères avec les moyens dédiés par une commune de 17 000 habitants qui n'avait pas les moyens de porter 2 projets. Donc là, nous sommes au temps du second projet et de la réflexion qui va prendre des années. Nous n'avons pas les moyens, la ville, de porter cette opération tout seul. Nous pouvons nous adosser sur des structures qui sont celles de l'EPT, par exemple sur des axes qui regroupent Fontenay-Champigny, des SPL, je crois. Et nous pouvions aussi nous rapprocher de l'établissement public foncier. Ça a été notre choix. Ce qui vous dérange, c'est que ça va très vite. Et c'est ça qui nous différencie. C'est que moi, je vais vite. Et ça vous dérange profondément. Je vais vite parce que je suis un chef d'entreprise, parce que je suis un maire. Non. Et je n'accepterai pas, et je vous le dis, les sous-entendus perpétuels de la petite lecture que vous venez de me faire, qui sont, d'abord, je crois que vous n'avez pas bien compris la préemption. La préemption, la revente, elle était faite au prix de la préemption. C'est l'estimation des domaines qui était, je crois, un petit peu en dessous, sur un des terrains. Bref, on vous donnera tous les chiffres, il n'y a rien à cacher. Mais aujourd'hui, si on veut accélérer, l'outil EPF n'était pas en action au mois de décembre ou au mois d'octobre dernier. Il commençait à être en action. Il devait y avoir une convention avec l'EPT, et cette convention, elle a été effectuée, je crois, le 8 décembre avec l'EPT, lors d'un conseil de territoire, et on a eu un conseil le 15 décembre qui a permis de officiellement conventionner avec les PFIF. Aujourd'hui, je ne vois pas de... C'est ce que font beaucoup de villes autour. Champigny, la fourchette de Champigny, ce qui est très intéressant, a conventionné, le maire précédent a conventionné avec les PFIF. Donc il n'y a pas de théorie de complot, de concertation. Alors après, on peut concerter, oui, on a concerté déjà. Avec le territoire, il y a quand même eu des réunions auxquelles certains d'entre vous ont participé. Et je les en remercie, parce que souvent les gens ne participent pas et préfèrent râler. Mais ils ont participé, il y a eu des ateliers auxquels je n'ai pas participé. C'était mon maire adjoint qui y participait, Jean-Jacques Gressier, à nouveau, j'ai vraiment encore une pensée pour lui, et qui vous laissait parler. Et il n'y avait pas besoin d'avoir des élections pour comprendre que les Joinvillais ne veulent pas de densification sur le bas de Joinville et que les Joinvillais veulent qu'on préserve un certain bâti ou qu'on réoriente un bâti différemment du haut de Joinville. Je l'ai entendu, vous l'avez entendu, nous l'avons tous entendu. Je pense qu'on porte pratiquement tous le même projet, mais ça vous dérange. Voilà, ça vous dérange? Si, ça vous dérange. Et vous, il est urgent d'attendre les prochaines élections départementales, les prochaines élections, les prochaines... J'adore l'écologie. D'abord, vous n'en avez pas le monopole. Et ensuite, quelque part, vous aimez ralentir les choses et inquiéter les gens. Alors, là, vous nous faites le coup de la 5G, le maire, machin. Vous nous ferez le coup demain du point G de l'avenue Gallieni. Vous nous ferez le coup de je ne sais pas quoi. Vous êtes des agitateurs publics. Je vous écoute, je vous respecte. Simplement, vous n'avez pas le droit de mentir aux Joinvillais et nous répondrons aimablement avec les élus sur les marchés s'il le faut à vos propos que je considère très 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 limites et qui ne viennent pas de vous. Et d'ailleurs, j'aimerais plutôt que les personnes qui écrivent ça se citent si un jour on veut entreprendre certaines opérations à leur encontre. C'est transparent, l'avenue Gallieni. Je vois pas, on a fait une enquête avec le territoire. Vous avez approuvé les PFIF.
Aujourd'hui, la ville n'a pas de foncier sur le bas de Joinville. C'est très différent. Il faut connaître le dossier quand même. C'est très différent du haut de Joinville. Vous préférez continuer. Est-ce que vous êtes promené derrière le rocher fleuri, Madame Dalézy? Attendez, vous êtes joinvillaise, élu, vous devriez connaître quand même. Est-ce que vous vous êtes promené au bout de l'avenue des Platanes pour voir ce bâtiment qui est en effondrement? Est-ce que vous vous êtes promené derrière, d'ailleurs c'était pareil dans la rue de Paris, l'arrière des bâtiments, mais c'est une autre époque, c'est un autre siècle. Et aujourd'hui, voilà, il faut être peut-être moderne, c'est peut-être aussi l'occasion de passer sur des constructions qui soient plus adaptées à une écologie souhaitée par tous, mais vos propos, je trouve, sont assez déplacés. Voilà, après, je vous l'ai dit, on ne sera pas fâchés, on saluera toujours, mais vous ne cherchez pas finalement à gouverner, vous cherchez à diviser. Je vous laisse répondre, hein, vous avez le droit. S'il vous plaît, oui. Non, moi je ne suis pas en train de vouloir retarder à tout prix tous les projets. Voilà, non, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Ce que je demande en fait, à plusieurs reprises, c'est la deuxième fois que je le demande, c'est de mettre en place un comité consultatif ad hoc, dans la mesure où il va y avoir donc ce projet Gallieni, il va s'étaler sur plusieurs années, il va y avoir plusieurs épisodes, des péripéties, etc. Et ce qui est important, c'est justement que le maximum de parties prenantes soit autour de la table pour pouvoir en discuter de manière sereine. Voilà, c'est tout ce que je demande, écoutez, plus d'informations. Vous êtes la bienvenue sur le tour de table et la sérénité, il n'y a aucun problème. Moi, je suis très très serein sur le devenir de cette avenue et surtout, je serai très transparent. Donc, toutes les questions, vous aurez les réponses de ce qui se passe et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, sur l'avenue Gallieni, tous les opérateurs de France et de Navarre se précipitent, sauf qu'avec l'arrivée de l'EPFIF, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a un modérateur des bases, un modérateur des prix du foncier. Et si vous préférez la spéculation, pour construire des logements qui ne soient pas en adéquation avec la qualité, qui soient des logements sociaux ou qui soient des logements qui soient de faible qualité, moi je préfère la modération des prix du foncier joinvillais, des fonciers de l'avenue Gallieni, afin d'avoir de très belles opérations. Pour le social, pour le privé, parce que même dans le social, on mérite des belles opérations, et je crois qu'avec Chantal Durand, on l'a déjà prouvé plusieurs fois. C'est ce qui nous oppose. Oui, bonsoir à tous. Pour aller dans le sens de Monsieur le maire, donc la concertation a été relancée avec le PT. Il y a 2 ateliers qui sont prévus fin mars, donc on va voir avec la situation sanitaire pour comment les organiser au mieux. Et les résultats et les conclusions seront présentés à tous les Joinvillais et nous déciderons avec tous les Joinvillais sur un plan précis et choisi par Monsieur le maire. Merci. Oui, Tony. Oui, juste une petite remarque, parce que je n'ai pas pu finir tout à l'heure, mais j'ai laissé la parole, il n'y a pas de souci. On votera contre cette délibération parce que on n'a pas suffisamment de visibilité sur le projet envisagé, et surtout parce que ça serait une façon, si on votait pour, de donner quitus pour une politique urbanistique qu'on ne connaît pas encore suffisamment sur le bas de Joinville, puisqu'elle n'est pas encore faite, mais vu ce qu'on en a vu sur le haut, on peut avoir des craintes. Et deuxièmement, vous dites que j'en ferai un cheval de bataille, ce n'était absolument pas l'objet de la question. D'ailleurs, vous y avez répondu après 3 minutes d'explication, et sur le R+, 4, ça répond tout à fait à ce que je demandais, mais vous m'étonnerez aussi à toujours deviner ou à m'attribuer des chevaux de bataille que je n'ai pas moi-même mentionnés, et je crois que vous suivez suffisamment mon actualité pour savoir lesquels ils sont. Voilà. D'accord, moi vous m'étonnerez sur le fait que vous soyez chef de liste d'une liste d'opposition qui ne soit pas au courant du sujet, voilà, et qui vous collez sur des sujets en fonction de l'actualité sans avoir la profondeur du sujet. Je veux bien vous aider, Monsieur Renucci, mais Monsieur Klein avait cette technicité, c'est vrai. Il avait cette technicité et je lui rends hommage là-dessus. Vous l'avez peut-être pas, c'est pas anormal, je veux dire, ça peut se comprendre, chacun a sa spécialité. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous arrivez sur la planète Joinville et que vous vous rendez compte que la municipalité a des projets environnementaux, des projets sociaux, des projets sur lesquels ils ont été élus. Et d'ailleurs, vous-même, vous vous attribuez avant des délibérations régulièrement sur votre compte. Vous ne m'écoutez pas, mais ça, c'est pas grave. Parce que c'est pas filmé, c'est dommage pour les Joinvillais, vous voyez. Parce qu'on écoute quand même les choses et on regarde l'interlocuteur. Ça s'appelle des marques de politesse, Monsieur Renucci. Vous vous attribuez beaucoup de choses qui n'ont encore pas été forcément votées
dans des conseils d'administration. Pour preuve, on en parlera peut-être tout à l'heure sur un autre sujet au CCAS. Mais dont acte. Donc moi, je ne suis pas contre vous donner des informations. Vous nous avez posé des questions sur des valorisations et autres. On va tout vous donner, y compris s'il faut les actes notariés. Vous allez enquêter sur le notaire. Vous allez... Bon, bah, allez-y, ça vous occupe. Pendant ce temps-là, nous, on travaille au service des Joinvillais et pour les Joinvillais et surtout pour le vivre ensemble Joinvillais. Je vous laisse répondre parce que vous aimez bien avoir le dernier mot. Je vous le laisse. Je me permets de répondre quand même sur la petite insinuation que vous faites sur la délibération du CCAS. Je suis ravi que vous en ayez parlé. Je suis ravi que cette délibération ait lieu. Je suis ravi d'avoir eu cette discussion avec Madame Durand, de lui avoir soumis l'idée. Je suis ravi qu'elle m'ait répondu au téléphone en me disant « Nous ne mettrons pas en place cette mesure pour des raisons qui vous appartiennent ». Et j'ai été ravi effectivement de la trouver à l'ordre du jour du CCAS de vendredi. Et je suis ravi que les jeunes Joinvillais pourront profiter de cette aide et je ne m'en attribue absolument pas l'exécution. Alors, on est loin. De toute façon, laissez-moi finir, je ne suis pas décisionnaire, mais je suis ravi d'avoir soumis cette idée avec mon groupe GJ et d'avoir fait en sorte qu'elle vous soit arrivée dans les oreilles. Après, je ne répondrai plus parce que ça ne m'intéresse pas d'être dans un débat à deux, dans une assemblée où on est 33. Oui, mais il ne faut pas fuir le débat quand même. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous annoncez sur votre... Et c'est loin de la délibération, mais c'était l'exemple, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous annoncez sur un compte Instagram que grâce à vous, lors du conseil d'administration de vendredi prochain du CCAS, les Joinvillais de moins de 25 ans obtiendront 100 €. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce ne sont pas du tout les conditions d'attribution de ces 100 €. Vous l'entendrez lors du conseil d'administration. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on prend des coups de fil de jeunes qui pensent avoir 100 € parce qu'ils ont moins de 25 ans. Ça ne se passe pas comme ça, quoi. L'argent communal, ça ne se distribue pas à la volée, monsieur. C'est la différence entre, quelque part, l'entreprise et le socialisme. Vous voyez, c'est qu'à un moment, vous êtes arrivé masqué aux élections, dans l'ultra-générosité, avec de l'argent que vous n'avez pas et que vous ne contrôlez pas. Je vous rappellerai, je serai présent au conseil d'administration et je vous rappellerai les choses, notamment ce que la région a mis en place avec des budgets maîtrisés. Et en ce qui concerne votre remarque, elle est louable d'aider les jeunes, bien évidemment, mais elle ne vient pas de vous. Elle était déjà en préétude auprès des services et vous vous attribuez, comme à l'habitude, sans participer des choses. Mais de toute façon, vous avez une forme de nombrilisme assez développée, monsieur. Alors, sur cette délibération du conseil d'administration de la MSE, je voudrais effectivement apporter une petite précision. Il est vrai que nous avons parlé, et c'est important pour toute l'Assemblée, nous avons parlé ensemble au téléphone d'une aide destinée aux étudiants. Je vous ai répondu, Tony, que nous étions déjà en cours d'aide, puisque par la commission permanente, les étudiants peuvent venir nous consulter. Et je vous ai dit qu'on ne mettrait pas un budget spécifique. Il se fait que on a changé d'opinion et qu'effectivement, on met un budget spécifique en place. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de demande. Nous n'avons toujours pas de demande des étudiants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis ce budget en place. Et nous allons donc faire ces délibérations. C'est vrai que c'est un peu dommage, moi je dirais simplement comme ça que c'est un peu dommage de faire un post sur Instagram avant qu'une délibération soit rendue. Vous êtes membre du conseil d'administration et je veux dire que dans ce conseil, vous tenez bien votre place, il n'y a aucun problème, mais simplement, Tony, vous n'êtes pas tout seul et c'est vrai que l'administration a travaillé sur le sujet. Voilà, c'était ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'au-delà de l'administration et les administrateurs, quelque part, c'est leur flouer aussi une décision qui n'est encore pas prise. Je vous propose de repartir sur le vote de la revente de ce point, de la revente numéro 10 du secteur immobilier de l'égalité. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Voilà, je vous remercie. Et puis, bien évidemment, les services ont noté vos questions, monsieur Redecou, et on essaiera de répondre rapidement et lever les interrogations. Je vais laisser la parole à Madame Tollard. Merci, monsieur le maire. Je suis ravi. Bonsoir à tous.
Alors c'est une délibération donc, qui vous demande d'approuver une convention constitutive d'un groupement de commandes entre la ville et le CCAS, à la fois pour le marché de restauration et le portage des repas à domicile. Mes chers collègues, le marché de restauration municipal doit être renouvelé le 27 juillet 2021. Les besoins en matière de restauration scolaire concernent à la fois, donc je vous le disais, la commune de Joinville-le-Pont et le centre communal d'action sociale. Il est donc envisagé de constituer un groupement de commandes entre ces deux parties, afin de mutualiser la procédure de passation du marché et de réaliser des économies d'échelle, et d'avoir, on espère, un prestataire d'abord et un prestataire unique ensuite. La convention que je vous propose d'approuver organise les modalités de fonctionnement du groupement de commandes. Elle prévoit que la commune sera le coordonnateur du groupement. En conséquence, je vous demande de bien vouloir approuver le projet de convention. Hop, je suis passé à la page suivante, je reviens en arrière. Voilà, qui évidemment est un petit peu lent. Donc, approuver le projet de convention constituant un groupement de commandes entre la commune et le CCAS, préciser que la commune sera le coordonnateur du groupement de commandes et autoriser le maire ici présent à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes. Avez-vous des questions? Monsieur. Bonsoir Madame Tollard. Je souhaiterais savoir s'il était possible d'obtenir l'ensemble des documents et des pièces relatifs à l'appel d'offres à venir, d'une part, et d'autre part, si en tant qu'élu d'opposition, nous pourrions participer à l'élaboration du cahier des charges et, dans une certaine mesure, que aussi des représentants des fédérations de parents d'élèves participent à cette élaboration, de façon d'avoir une commission la plus large et la plus riche possible. Merci. Alors, je vais commencer donc par la question 3, puisque en commission enfance, on vous l'a donc expliqué que les fédérations de parents d'élèves ont pris le temps de venir lundi 8 février, monsieur le maire le disait tout à l'heure, pour travailler cet appel d'offres et ce cahier des charges avec notre assistant de maître d'ouvrage, donc lundi 8 février. Donc les fédérations sont déjà dans la boucle et travaillent. Et moi, je félicite l'engagement des fédérations depuis 4 années, depuis 12 ans, et les 4 fédérations, dont une s'est rajoutée, parce qu'ils nous aident. Au dernier marché, c'était le cas aussi. Donc ils participent quelque part, eux déjà, à l'élaboration des cahiers des charges, puisqu'ils ont fait des propositions. On a été élus aussi pour ça, la majorité, pour mettre en place ce cahier des charges, et donc quelque part on les représente tous aussi. Il n'est pas prévu que je sache, à moins que monsieur le maire me dise le contraire, de vous passer l'appel d'offres ou le cahier des charges d'ici sa parution mi-mars. Il sera consultable, Virginie, apparemment. Oui, mais une fois qu'il sera consultable, oui. Une fois qu'il sera rédigé, en fait. Mais voilà. Donc, voilà pour mes réponses. Oui. Excusez-moi, mais pourquoi s'il est consultable une fois rédigé, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est entériné? On ne peut pas revenir dessus ou... Alors, sans me tromper sur les avis des juristes qui sont à ma droite, une fois qu'effectivement il est entériné pour mi-mars et donc à disposition après des entreprises pour que les entreprises puissent candidater, il ne sera pas modifiable. Il est modifiable là, maintenant, en fait. Il est en cours d'élaboration, donc modifiable maintenant. Mais auquel cas, pourquoi n'y a-t-on pas accès maintenant? Justement, c'est pour ça qu'au travers les représentants des fédérations de parents d'élèves qui sont les premiers concernés, ils sont consultables, c'est eux qui ont travaillé dessus. Pas forcément les élus de majorité de l'opposition que vous représentez. C'est ça que vous laissez entendre, en fait, je pense. Vous êtes représenté, M. Georgeot, je crois, par les fédérations avec Trait d'Union. Je pense que vous avez, parmi les membres de Trait d'Union, des personnes qui peuvent vous remonter les choses. Après, si vous n'avez pas été élu dans la commission d'appel d'offres, ça, j'y peux rien. Je veux dire, voilà, mais nous, on vous transmettra... Non, mais c'est la démocratie, c'est terrible, je comprends votre frustration. Mais d'abord, non seulement on n'a rien à cacher, et on mettra en ligne les documents qu'il faut en temps voulu. Ça ne vous empêche pas
si vous le souhaitez, de nous faire une liste de choses que vous souhaiteriez intégrer à la réflexion. Je veux dire, vous êtes élus, vous avez le droit de nous faire des propositions, et elles seront les bienvenues. Après, c'est pas parce que vous aurez fait des propositions, j'insiste, et si elles sont retenues, que ce sera grâce à vous. Je veux dire, c'est collectif notre travail, parce que c'est ça la difficulté, ce que j'ai expliqué à M. Renucci, c'est que souvent c'est grâce à vous dès que vous écrivez un truc. Alors, à un moment, il faut qu'on ait une sorte de gentleman agreement qui fait que vos propositions, vos réflexions, comme vous n'êtes pas à la commission d'appel d'offres, sont les bienvenues. Vous avez une fédération d'élèves qui fait un très bon travail, très d'union, et avec qui on a de très bons rapports, avec Muriel Viltel et Virginie. Je pense que raccrochez-vous à eux, c'est utile. C'est utile. Bon, d'ailleurs, à la commission enfance, vous aviez pris la parole en questions diverses. Vous étiez en lien déjà avec tout ce que les parents nous ont proposé hier. Donc je l'ai entendu. Quelque part, c'est déjà pour vous un moyen de participer à l'élaboration de ce cahier des charges. Mais c'est vrai que M. le maire a raison. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit message, un petit mail, voilà, ou en débattre, ou peut-être me téléphoner. Je suis ouverte aussi aux propositions qui seront, que vous pouvez apporter. Mais on ne peut pas multiplier, comme dit M. Daune, les commissions, les consultations, on ne s'en sort plus. Voilà. On a été élus pour cette charge. Et ça s'est toujours très bien passé, y compris pour le dernier appel d'offres, où les parents sont satisfaits dans l'ensemble de ce qui a été proposé et mis dans l'assiette des enfants, et aussi pour les prestations du CCAS. Après, on veut aller aussi, je pense, tous vers... Je pense que le dernier marché qui a été attribué était intéressant, puisque nous sommes arrivés sur un objectif de 55% de bio, nous étions assez précurseurs. Moi, j'ai de bons retours des établissements et des écoles et des enfants qui sont visiblement satisfaits. On a rarement une difficulté avec des parents. Maintenant, on entend bien les nouvelles demandes qui sont des plats végétariens, qui sont des circuits encore plus courts par rapport à la Seine-et-Marne, au Val-de-Marne, à l'agriculture responsable locale et tout. Moi, ça, je pense que Guillaume Levanier interviendra beaucoup sur ces sujets-là avec les commissions pour apporter son expertise. Mais on va améliorer. Après, on a pris un engagement de campagne d'aller vers une forme de 100% bio, mais le 100% bio, on sait très bien que c'est très très complexe, c'est d'être toujours dans l'amélioration. Et puis aujourd'hui, vous avez de la responsabilité, une agriculture responsable, une agriculture éthique, vous avez des choses. Donc en fonction d'eux, on adaptera et on est preneur d'évolution et de souhait de notre opposition et tout. Et c'est pas forcément en participant pas autour de table, vous pouvez nous écrire, quoi, tout simplement, et faire remonter ça aux fédérations, qui le remonteront de votre part, on saura très bien d'où ça vient, il n'y a pas de sujet, quoi. Mais l'objectif, c'est quand même, il y a deux objectifs dans le marché de restauration scolaire. Il y aura un maintien, pas une augmentation des prix, c'est-à-dire de faire attention à ce qu'il n'y ait pas une envolée des tarifs pour les enfants et les familles, parce qu'on vit une époque quand même difficile et particulière. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi une réflexion qu'on doit engager sur les quotients familiaux. On en a déjà parlé. C'est un vieux serpent de mer. Vieux serpent de mer. Voilà, alors on a failli, je ne vais pas revenir sur l'histoire, on a failli revenir lors du précédent mandat. On n'a pas trouvé complètement l'accord au sein de notre majorité. Bon voilà, non-tact, c'est la démocratie. Mais là, aujourd'hui, il faut aussi se reposer la question du taux d'effort et de la solidarité, sans qu'on arrive non plus à un extrême dans l'effort pour des classes moyennes qui aujourd'hui sont déjà fortement sollicitées par les impositions, par beaucoup de choses. Et ça fait partie de la politique globale. On a beau dire qu'on n'augmente pas nos taux d'impôt localement, il suffit de voir vos feuilles pour voir que le département, la MGP, on fait péter les compteurs, quoi. Donc on doit être vigilant et attentif à des tarifs acceptables pour notre population, sachant qu'on est très bas. Hein. On est très bas. Allez voir à Saint-Maur combien coûte un repas. Hein. Allez voir à Saint-Maur. Donc voilà. Oui. Donc aujourd'hui, on est en train d'écrire tout ça. Virginie s'y est attachée avec les services. Guillaume y participe. Brahim peut-être aussi. Ben, les élus qui le veulent de la majorité. Il y a les commissions d'appel d'offres. Ben, vous n'y êtes plus. Je suis désolé. Voilà. Mais écrivez-nous. Pas de sujet. Vous avez autre chose à me dire, monsieur Georgeot? Non, c'est pour éteindre votre micro. Je voulais juste finir en disant que les parents ont raison, donc s'intéresser à la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette, autour de marqueurs durables, que ça semble important, et aussi la lutte contre le gaspillage en général.
Et Monsieur le maire a raison de parler de quotient familial, ce qui permettra à tous de venir manger dans nos restaurants. Je ne vais pas parler du contrat de restauration scolaire, mais comme le CCAS est également partie prenante, je voulais apporter juste un témoignage et je vais me retourner vers Monsieur Tagnon qui pourra peut-être conforter ce témoignage pour dire que les repas dont bénéficient nos seniors sont des repas parfaitement équilibrés et à faible prix, et nous avons des retours vraiment très, très positifs. Jérôme, tu veux ajouter peut-être quelque chose? Non, je confirme ce que tu dis, Chantal, concernant les repas qui participent, surtout dans des périodes que l'on sait compliquées aussi pour ces personnes-là, à leur bien vivre. Et voilà, donc c'est un élément très important qui se doit d'être contrôlé et amélioré sans cesse aussi. On passe au vote, s'il n'y a plus de questions. Avez-vous d'autres questions? Merci beaucoup. Qui est contre? Non. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci. Virginie, c'est encore à toi, je crois. Oh, Liliane. Bien, il s'agit de soumettre à votre vote une modification du règlement du fonctionnement des établissements qui accueillent des jeunes enfants, en d'autres mots les crèches. Donc les crèches disposent d'un règlement de fonctionnement qui doit de temps en temps être modifié, et c'est le cas en ce moment compte tenu des situations un petit peu particulières que nous vivons à cause de la Covid-19 et plus particulièrement de la mise en place plutôt importante du télétravail. Nous vous demandons donc de voter la modification des articles 7 et 8 dans ce règlement, tout simplement parce que nous avons été amenés à constater qu'en période de télétravail, il y avait eu à un moment quelques abus, c'est peut-être pas le terme, mais enfin, quelques petits débordements de familles qui demandaient beaucoup, souvent, et d'une semaine à l'autre, que les contrats de présence des enfants dans les crèches soient modifiés, entraînant ainsi, bien évidemment, un travail supplémentaire de l'administration et entraînant évidemment une perte financière, tant au niveau de la facturation à destination des familles que de la compensation par les caisses d'allocation familiale. Toutefois, de façon à ne pas être trop rigoureux et trop sévère avec les familles, nous vous proposons de limiter à 2 fois ces changements pour convenance personnelle, étant entendu que pour le reste, qui serait des changements de situation familiale et professionnelle, eh bien, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de limitation, puisque dans ce cas-là, un nouveau taux de participation pourrait être calculé. Voilà, je vous précise que cette délibération a reçu un avis favorable à la Commission Enfance et Jeunesse le 1er février. Avez-vous des questions avant que nous passions au vote? Bien, donc qui est pour? Merci. Personne n'est contre. Tout va bien. Merci Liliane pour l'unanimité. Nous allons passer maintenant aux questions, parce que les points ont tous été abordés. C'était un conseil assez court. Les questions orales. Madame Danesi. Oui. Alors la convention portant sur le boni de liquidation de l'OPH de Joinville-le-Pont à Logirep a été approuvée lors du dernier conseil municipal du 15 décembre 2020. Un des projets présentés, la construction d'un immeuble de 59 logements sur l'espace vert de la résidence Viaduc, a suscité à juste titre des protestations de la part des riverains qui ont permis d'obtenir de votre part l'engagement de faire retirer ce projet par Logirep. Vous avez réitéré cet engagement lors de la commission Transition écologique, urbanisme et mobilité le 28 janvier dernier. Par ailleurs, un autre projet à Champigny concernant la création d'un nouveau siège social pour les compagnons du Tour de France est, semble-t-il, définitivement annulé. Compte tenu de ces nouveaux éléments, pouvez-vous nous faire un état des lieux concernant l'ensemble du projet révisé, donner une information complète et officielle aux riverains de Viaduc
mais aussi à l'ensemble des Joinvillais, et enfin mettre le nouveau projet en débat par une délibération au conseil municipal. Merci Madame Danesi. Madame Danesi, Madame la conseillère municipale, donc je vous informe avoir officiellement saisi et écrit à l'ensemble des riverains de la résidence Viaduc, comme vous me le demandez, pour leur indiquer qu'à ma demande, le bailleur Logirep, qui avait fait valoir ses droits à construire dans le cadre du boni de liquidation, dans un pacte global, a retiré finalement le projet à notre demande, puisqu'il y avait un espace vert notoire. Je vous rappelle qu'on a eu un débat, que beaucoup ont voté quelque part le pacte global de ce boni de liquidation qui était engagé depuis de nombreuses années, mais que vous-même, à juste titre, vous aviez voté contre, je crois me rappeler de ça, par rapport à l'espace vert. Donc je souhaiterais qu'on aille plus loin d'ailleurs dans la protection de cet espace vert, dans le cadre du PLUI, que nous puissions protéger définitivement cet espace vert, comme nous l'avions fait lors des toilettages de 2019, sur plusieurs quartiers où, par exemple, la maison du gardien du barrage, la Pointe-Alfroy, la maison du recteur d'académie, quelques points verts de la commune ont été protégés. Donc ça, c'est mon engagement par rapport au futur PLUI. Concernant le projet que vous évoquez, concernant les compagnons du Tour de France, le projet est effectivement en effet annulé. Vous n'êtes pas sans savoir que je rencontre régulièrement Laurent Jeanne à la région ou à l'EPT lors de nos réunions. Laurent Jeanne m'a saisi d'une nouvelle demande concernant la résidence Langevin qui se trouve à l'entrée, à la fourchette du côté Champigny-Polangis, qui doit subir une réhabilitation ou une démolition-reconstruction, je n'en sais pas plus, et me demande une participation, me souhaiterait une participation du boni de liquidation de la ville, et m'a fait part il y a quelques heures du fait que les compagnons du Tour de France souhaitaient quand même rester sur un autre projet sur Champigny, donc affaire à suivre, et nous débattrons et nous voterons en temps et en heure l'excédent de ce boni de liquidation et puis éventuellement ces modifications. Sachez que nous avons saisi la DRIL sur ces demandes. Autre question. Groupe JAGI. Question à Madame Tollard. Absolument. Alors, plusieurs parents d'élèves nous remontent des informations inquiétantes sur le non-remplacement d'enseignants dans les établissements scolaires de Joinville-le-Pont. Au collège Charcot, certains élèves n'ont pas eu de cours d'anglais en présentiel depuis les vacances scolaires. Le professeur de maths remplaçant ne reste pas. Les élèves n'ont pas de professeur pour la technologie, l'art plastique et la musique. À l'école maternelle Polangis, depuis le 14 janvier, 3 maîtresses étaient absentes et une seule a été remplacée. Il semblerait qu'il y ait aussi des difficultés à l'école du Parangon. Les associations de parents d'élèves nous ont indiqué être en discussion avec les services de l'inspection de l'éducation nationale qui ont informé qu'il n'y a pas de personnel remplaçant disponible actuellement. Elles ont également lancé une pétition à destination du recteur de l'académie de Créteil pour exiger le remplacement des enseignants manquants sur l'ensemble des établissements scolaires de notre ville. Notre question est donc la suivante. Madame la maire adjointe, pourriez-vous nous adresser un état des lieux précis des professeurs manquants sur l'ensemble des établissements scolaires joinvillais, ainsi que sur l'issue des échanges avec les services académiques de Créteil à ce sujet? Merci, monsieur le conseiller municipal. La ville de Joinville-le-Pont suit avec beaucoup d'attention les situations de non-remplacement des enseignants au sein des établissements scolaires joinvillais, malgré que cela ne soit pas une compétence communale. Les directeurs d'école n'ont d'ailleurs pas à nous faire part de l'absentéisme des professeurs. L'inspection académique met en place du personnel de remplacement, quand cela est possible, le matin ou par anticipation. Concernant l'école maternelle Polangis, nous partageons les inquiétudes exprimées par les parents d'élèves, et c'est pourquoi monsieur le maire a officiellement sollicité le recteur de l'académie de Créteil, ainsi que la directrice académique des services de l'éducation nationale, pour demander le remplacement des professeurs absents dans les meilleurs délais. Néanmoins, nous n'avons pas de retour de leur part pour le moment. Nous suivons également avec attention les situations à l'école du Parangon ainsi qu'au collège Charcot.
Vous vous doutez bien que nous ne sommes pas la seule famille, ben oui, ma famille, j'y pense souvent. Bon, alors la seule ville, touchée par le non-remplacement chronique des enseignants. En effet, l'épidémie du Covid-19 semble accentuer les difficultés pour remplacer les enseignants absents de l'académie de Créteil, semble particulièrement pourtant touchée. Nous le déplorons tous, et d'ailleurs vous aussi, monsieur le conseiller municipal, et les parents d'élèves aussi, mais on sait qu'une campagne de recrutement par l'Éducation nationale de contractuels est lancée. Et nous appelons le gouvernement à agir pour permettre une continuité pédagogique efficace au bénéfice des enfants. Je vous remercie. Question à monsieur Selam. Les pannes d'ascenseur sont répétitives dans les résidences HLM de la ville, notamment à Barbus-Espérance. Récemment, de nouveaux incidents se sont produits à Barbus dans les 2 ascenseurs du bâtiment B qui comporte 15 étages. Parmi les habitants, la révolte gronde contre les pannes d'ascenseur à répétition qui rendent la vie impossible aux locataires HLM, notamment handicapés, seniors et personnes avec des enfants en bas âge. Nous ne pouvons pas accepter que les habitants s'accoutument à ces pannes comme à une simple contrainte quotidienne qui renforce leur isolement en pleine crise sanitaire. Pour rappel, la liberté de se mouvoir librement est garantie par la Constitution et pour rappel, sur le plan juridique, la sécurité, le contrôle et l'entretien d'un ascenseur dans un immeuble incombent au propriétaire. Notre question est donc la suivante, monsieur le Premier adjoint, que comptez-vous faire pour imposer à l'EJREP une obligation d'entretien de ces ascenseurs? Bonsoir. Donc une réponse en 2 parties, une qui résume les activités, les actions de l'OJREP et puis celle de la ville de Joinville-le-Pont. Donc en fait, l'entretien de ce type d'appareil est bien sûr obligatoire. Il y a un contrat qui est mis en place sur le parc des ascenseurs. De plus, il y a un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage tiers qui œuvre avec surveillance du prestataire en charge de l'entretien, qui nous permet de faire l'entretien, le conseil et bien sûr le contrôle des installations. Et pour finir, il y a un opérateur tiers qui permet de savoir la fréquence des pannes et des entretiens réalisés. Alors l'OJREP opère avec donc 3 prestataires différents sur le parc des ascenseurs de Joinville et des autres communes bien sûr. Alors lorsqu'un ascenseur est en panne, le gardien appelle directement le prestataire. Or le week-end, aucun des habitants ne se mobilise pour appeler soit le prestataire, soit l'astreinte. Le seul ascenseur en panne actuellement est un ascenseur de la résidence Barbus dont les portes de cabine ont été vandalisées une fois de plus. Plusieurs semaines sont à chaque fois nécessaires à la fabrication et coûtent à peu près 9 000 € pour les remplacer, ce qui est à la charge bien sûr de l'OJREP. Concernant la ville de Joinville-le-Pont, eh bien sûr, nous partageons la pleine nécessité que les habitants des résidences sociales de la ville bénéficient d'ascenseurs en état de fonctionnement. Nous déplorons évidemment les pannes et le vandalisme et nous exigeons du bailleur l'OJREP que celle-ci soit réparée dans les meilleurs délais. De plus, lorsque des pannes surviennent, nous veillons à ce que l'OJREP mette à disposition des porteurs afin d'aider les habitants à surmonter celle-ci. Comme votre question l'indique, le contrôle et l'entretien d'un ascenseur incombent au propriétaire, ce que je viens de vous résumer, et nous exigeons à chaque fois que l'OJREP agisse en ce sens en sa qualité de propriétaire. Question adressée à Olivier Daune, je ne sais pas qui la pose. Monsieur le maire. Donc, lors du conseil municipal du 15 décembre 2020, le conseil municipal a voté l'adoption d'une convention d'affectation de liquidation de l'excédent de l'Office public de l'habitat de Joinville-le-Pont. Cette convention prévoyait notamment la construction de 59 logements sociaux sur les terrains disponibles de la résidence voisine. Nous avons appris, via une lettre de Madame Bernadette Philippot à l'ensemble des résidents concernés, que le projet avait été abandonné suite à une rencontre qu'elle a eue avec vous. D'où la question, Monsieur le maire, où prévoyez-vous de réaffecter ces 59 logements sociaux? Je vous remercie de votre réponse. Monsieur Clerc, monsieur le conseiller municipal, bon, je crois avoir apporté déjà une réponse à Madame Danesi. Je travaille à de nouvelles opportunités, bien sûr, qui nous permettront de poursuivre la construction de logements sociaux. Bien sûr, je vous informerai, mais je voulais profiter quand même de cette question pour vous rappeler
que Joinville, avec les projets en cours sur les logements sociaux, notamment sur la station Esso, avec l'arrivée d'un CHU qui permettra d'héberger les personnes à la rue, des étudiants et des sportifs de l'INSEP, une centaine d'appartements, 70 appartements pour le lycée Berthelot et la Fédération française de squash vont contribuer à passer la barre des 25% de logements sociaux. Donc il n'y a pas d'urgence à, bien sûr, construire des logements sociaux, mais vous savez mon attention sur ce sujet, et notamment sur l'accession à la propriété. Donc bien évidemment, il fallait retirer ce projet, mais à l'occasion d'autres opérations, nous porterons l'attention de l'OGIREP sur d'autres opérations dans les mois futurs, peut-être sur l'avenue Gallieni, peut-être ailleurs, en fonction des opportunités que nous n'avons pas forcément aujourd'hui, mais nous respectons la loi SRU. Avez-vous d'autres questions? Guillaume Levanier, question à Guillaume. Mes chers collègues, monsieur le maire, c'est une question adressée à Guillaume Levanier, notre conseiller municipal, qui est délégué au développement durable. Question sur le plan, dans le cadre du plan de relance, le ministère de l'Agriculture a lancé le 25 janvier 2021 un appel à projet jardin partagé. Il vise à développer les circuits courts à travers des jardins associatifs ou agriculture urbaine. Les collectivités peuvent y participer et nous sommes partants pour saisir cette opportunité, y compris en associant les associations joinvillaises qui sont très impliquées sur ces sujets-là. Donc la question est la suivante. Monsieur le conseiller municipal délégué, notre ville va-t-elle s'emparer du sujet en postulant à cet appel à projet, et sur quel terrain pourrait-on imaginer ces projets? Merci de votre réponse. Madame la conseillère municipale, je vous remercie. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, comme disait l'autre. Permettez-moi donc de préciser les conditions de l'aide que vous évoquez de manière particulièrement évasive et imprécise, car toute initiative, même de l'État, doit être correctement nommée. Afin de redresser durablement l'économie française, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d'euros a été déployé par le gouvernement autour de 3 volets principaux, l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Dans ce cadre, 17 millions d'euros du volet agriculture ont été alloués au soutien de jardins partagés et collectifs. Accessibles par des appels à projets départementaux, ces aides financières sont mobilisables sur l'ensemble du territoire français. Et les appels à projets ont été lancés mi-janvier dans les préfectures. Les dossiers peuvent être déposés par les associations, les collectivités territoriales ainsi que les bailleurs sociaux. Dans quel cadre s'exercent ces aides? Le site du ministère de l'Agriculture nous informe que tout en visant la production de produits consommables par les habitants, je cite, « les projets attendus doivent répondre aux enjeux du développement durable, de transition agroécologique et climatique, d'alimentation et de biodiversité. La participation des habitants à la vie du jardin et à la gestion du site sont également attendues. » Par ailleurs, je tiens à préciser un amalgame dans votre question. Un jardin partagé s'inscrit dans le cadre des circuits locaux ou de proximité davantage que dans celui des circuits courts. Revenons désormais à Joinville-le-Pont. L'association Joinville-les-Prés, que je souhaite ici saluer, a été constituée en 2019 afin de promouvoir l'agriculture urbaine et les initiatives en faveur de la biodiversité au sein de notre ville. En décembre dernier, cette association m'a contacté avec un projet particulièrement sérieux, ambitieux et fédérateur pour les Joinvillais. Nous avons travaillé ensemble et nous continuons à avancer en vue d'une réalisation rapide dans l'intérêt de tous. Concrètement, il s'agit de pouvoir exploiter et mettre en valeur la place de Bergisch-Gladbach en vue d'y installer à l'année un potager urbain sous forme de jardin partagé. 2 réunions de travail ont eu lieu avec l'association en décembre pour cerner le projet. 3 autres se sont tenues en mairie pour définir les mesures à mettre en œuvre. Les services techniques travaillent actuellement à 3 points. Le premier, finaliser la charte d'occupation des terrains par l'association, sans entrave ni quelconque rémunération exorbitante. Second point, agrandir la place afin de désimperméabiliser une partie de l'espace et ainsi offrir à l'association l'espace le plus à même pour réaliser un projet ambitieux et raisonnable. Troisième point, intégrer ce projet dans une réflexion plus large que je vous présenterai lors d'un autre conseil municipal. Cet appel à projet a été identifié par notre ville et nous attendons sa déclinaison concrète par le département afin d'y postuler, le cas échéant. Mais je tiens à préciser que notre vision de la politique diffère légèrement de la vôtre. Ce qui est important dans ce projet n'est pas tant la recherche d'une énième subvention étatique que la mise en œuvre et la mise en valeur des initiatives individuelles et associatives joinvillaises. Encore une fois, permettez-moi de saluer l'action de Joinville-les-Prés. Voilà, je vous remercie. Il n'y avait pas de questions du groupe Nouvel Horizon. Je vous souhaite donc une bonne fin de soirée
Et soyez prudents, la nuit risque d'être froide et glacée.